Le 15 octobre 1983, à Mâcon, en Saône-et-Loire, Félicien Desbordes, 24 ans, fils du député Raoul Desbordes, disparaît sans laisser de traces. Avec lui s'évanouit Blandine Lemaire, sa compagne de 22 ans, infirmière à l'hôpital municipal. 3 jours plus tard, le corps de la jeune femme est découvert dans la forêt de Bresse, à 40 km de la ville. Félicien, lui, ne sera jamais retrouvé. 40 ans après cette tragédie qui a ébranlé la Bourgogne, des documents récemment découverts dans les archives familiales révèlent une vérité aussi troublante qu'inattendue. Car derrière cette disparition se cache un secret qui implique les plus hautes sphères du pouvoir local et dont les ramifications s'étendent bien au-delà de ce que la justice de l'époque avait imaginé. Comment le fils chéri d'une des figures politiques les plus respectées de la région a-t-il pu commettre l'irréparable? Et surtout, comment sa propre famille a-t-elle réussi à dissimuler la vérité pendant des décennies? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. En 1983, Mâcon est une ville de 38 000 habitants, préfecture de Saône-et-Loire, située sur les rives de la Saône. Cette cité bourguignonne, connue pour ses vins et son patrimoine historique, vit alors sous l'influence de grandes familles qui dirigent depuis des générations les affaires politiques et économiques locales. Parmi elles, la famille Desbordes occupe une place particulière. Raoul Desbordes, 52 ans, député de la circonscription depuis 1978, est une figure respectée de la droite modérée. Ancien avocat, il a bâti sa réputation sur des valeurs conservatrices et un attachement viscéral aux traditions bourguignonnes. Sa demeure, un imposant hôtel particulier du XVIIIe siècle situé rue Carnot, témoigne de l'aisance financière de la famille. Époux de Céleste, fille d'un négociant en vin de Beaune, Raoul incarne aux yeux de ses concitoyens la réussite et la respectabilité. Leur fils unique, Félicien, a grandi dans ce cocon doré. Étudiant brillant, il a obtenu sa licence de droit à l'université de Dijon avec mention très bien en juin 1982. Tout le prédestinait à reprendre le flambeau paternel, l'intelligence, le charisme, et cette aisance naturelle dans les rapports sociaux qui caractérisent les héritiers de grandes familles. Pourtant, depuis son retour à Mâcon, Félicien semble avoir perdu cette insouciance qui le caractérisait durant ses années d'études. Ceux qui le connaissent bien décrivent un jeune homme de plus en plus sombre, préoccupé par des questions qui dépassent le cadre familial. Il passe de longues heures dans la bibliothèque paternelle, compulsant des dossiers et des documents avec une obstination qui inquiète son entourage. Ses parents attribuent cette mélancolie à la difficulté de quitter la vie étudiante et aux responsabilités qui l'attendent dans le cabinet d'avocat où il doit commencer son stage en janvier 1984. C'est dans ce contexte que Félicien rencontre Blandine Lemaire au printemps 1983. La jeune femme, originaire de Tournu, a intégré l'équipe de l'hôpital de Mâcon après avoir obtenu son diplôme d'infirmière à Lyon. Fille d'un employé de la SNCF et d'une institutrice, Blandine incarne une France plus modeste, celle des classes moyennes qui aspirent à la promotion sociale par le travail et l'éducation. Leur rencontre a lieu lors d'une soirée organisée par le Rotary Club local où Félicien accompagne son père. Blandine y participe en tant que représentante du personnel hospitalier pour une collecte de fonds destinée à l'achat de nouveaux matériels médicaux. Dès les premiers échanges, une complicité évidente naît entre eux. Là où les relations de Félicien se cantonnaient jusqu'alors au cercle étroit de la bourgeoisie mâconnaise, Blandine lui apporte une fraîcheur et une sincérité qui contrastent avec l'atmosphère parfois pesante de son milieu d'origine. Leur relation se développe rapidement au cours de l'été 1983. Blandine découvre un jeune homme cultivé et attentionné, mais aussi tourmenté par des questionnements qu'il peine à exprimer. Félicien, de son côté, trouve en elle une oreille attentive et une intelligence pratique qui l'aide à clarifier ses pensées. Ils se retrouvent régulièrement au Café de la Paix,
place aux Herbes, ou se promènent le long des quais de Saône, discutant de politique, de littérature et de leurs projets d'avenir. L'entourage de Félicien accueille favorablement cette relation. Blandine, malgré ses origines plus modestes, séduit par sa culture et son élégance naturelle. Céleste Desbordes, particulièrement, apprécie la jeune femme qu'elle juge capable d'apporter à son fils la stabilité émotionnelle qui lui semble manquer. Raoul, plus pragmatique, voit dans cette union l'opportunité pour son fils de s'ancrer dans la réalité sociale de sa circonscription, loin des abstractions intellectuelles qui l'inquiètent. Pourtant, au fil des semaines, ceux qui les côtoient remarquent une évolution troublante dans le comportement du couple. Félicien devient de plus en plus secret, évitant les conversations sur l'avenir et manifestant une nervosité croissante. Blandine, de son côté, confie à ses collègues de l'hôpital ses préoccupations concernant l'état psychologique de son compagnon. Elle évoque des insomnies répétées, des crises d'angoisse nocturnes et une obsession grandissante pour ce qu'elle appelle les affaires de son père. L'automne 1983 s'annonce décisif pour l'avenir du couple. Félicien doit officialiser son entrée dans le cabinet Mortier et Associés, l'un des plus prestigieux de la région, tandis que Blandine envisage de s'installer définitivement à Mâcon en achetant un petit appartement près de l'hôpital. Leurs proches s'attendent à des fiançailles avant la fin de l'année, d'autant que le député Desbordes a plusieurs fois fait allusion à son souhait de voir son fils stabiliser sa situation personnelle. Mais derrière cette façade de normalité bourgeoise, une tension sourde s'installe progressivement dans la relation. Blandine surprend Félicien à plusieurs reprises en train de fouiller dans le bureau de son père, consultant des documents qu'il range précipitamment à son arrivée. Quand elle l'interroge sur ses préoccupations, il se contente de réponses évasives, parlant de questions importantes qu'il doit éclaircir avant de s'engager professionnellement. La famille Desbordes, habituée au calme et à la discrétion, commence à s'inquiéter de ces changements. Raoul attribue l'attitude de son fils aux difficultés normales de la transition vers l'âge adulte, mais Céleste, plus intuitive, pressent qu'un événement particulier a déclenché cette métamorphose. Elle tente à plusieurs reprises d'aborder le sujet avec Félicien, sans succès. Le jeune homme, autrefois si proche de sa mère, semble désormais évoluer dans un monde parallèle, inaccessible à son entourage. C'est dans cette atmosphère tendue que se déroulent les premiers jours d'octobre 1983. Le département vit alors une période d'effervescence politique liée aux élections municipales qui se profilent pour le printemps suivant. Raoul Desbordes, bien qu'étant député et non candidat au municipal, joue un rôle central dans l'organisation des listes de droite dans plusieurs communes de sa circonscription. Son bureau de la rue Carnot voit défiler quotidiennement élus locaux, chefs d'entreprise et responsables associatifs venus solliciter son soutien ou ses conseils. Le vendredi 14 octobre 1983 commence comme une journée ordinaire dans la maison Desbordes. Céleste se lève à 7 heures, comme à son habitude, pour préparer le petit déjeuner familial. Raoul, qui doit se rendre à Paris dans l'après-midi pour une réunion de commission à l'Assemblée nationale, révise ses dossiers dans son bureau depuis l'aube. Félicien, lui, dort encore quand sa mère monte le voir vers 8h30. Il avait l'air épuisé, se souviendra-t-elle plus tard lors de son témoignage à la gendarmerie. Ces dernières semaines, il ne dormait plus normalement. Je l'entendais marcher dans sa chambre une partie de la nuit. Cette insomnie chronique inquiète la famille depuis la fin septembre. Le médecin de famille, le docteur Grandjean, a prescrit des somnifères légers, mais Félicien refuse de les prendre, prétextant qu'il a besoin de garder l'esprit clair. Vers 10 heures, Félicien descend enfin pour le petit déjeuner. Sa mère remarque immédiatement ses traits tirés et ses mains qui tremblent légèrement quand il porte sa tasse de café à ses lèvres. Il mange peu, se contentant d'un croissant et d'un jus d'orange, tout en parcourant distraitement le Figaro. Quand Céleste lui demande ses projets pour la journée, il répond vaguement qu'il doit retrouver Blandine en fin d'après-midi. À 11h30, Raoul sort de son bureau pour embrasser sa femme avant son départ pour Paris. Il trouve Félicien dans la bibliothèque, penché sur des documents étalés sur la grande table de chêne.
Qu'est-ce que tu étudies avec tant d'attention ?» lui demande-t-il sur un ton léger. Félicien sursaute et range précipitamment les papiers dans une chemise cartonnée bleue. « Des dossiers de jurisprudence pour mon stage », ment-il sans regarder son père dans les yeux. Raoul fronce les sourcils mais ne pousse pas l'interrogatoire. Il se contente de rappeler à son fils qu'ils doivent dîner ensemble le dimanche soir avec Maître Mortier pour finaliser les modalités de son intégration dans le cabinet. « Sois à l'heure. C'est important pour ton avenir », insiste-t-il avant de partir pour la gare. L'après-midi, Félicien sort de la maison vers 14 heures. Céleste, qui arrange des fleurs dans le salon, le voit passer devant la fenêtre d'un pas nerveux, la chemise bleue sous le bras. Il ne répond pas quand elle lui crie au revoir depuis l'intérieur. Cette attitude inhabituelle la préoccupe, mais elle l'attribue au stress lié à son prochain stage professionnel. Pendant ce temps, à l'hôpital de Mâcon, Blandine termine son service de jour dans l'unité de médecine générale. Ses collègues la décrivent comme particulièrement soucieuse ce vendredi. L'aide-soignante Michel Dufour, qui travaille avec elle depuis 6 mois, témoignera plus tard. Blandine n'était plus la même depuis quelques semaines. Elle qui était si joviale d'habitude, semblait porter un poids énorme sur les épaules. Quand on lui demandait si ça allait, elle répondait toujours que c'était à cause de problèmes personnels. À 15 heures, Blandine reçoit un coup de téléphone au poste de soins. La conversation, très brève, la laisse visiblement troublée. L'infirmière-chef, Madame Berthelot, qui se trouve à proximité, entend Blandine dire « Non, Félicien, pas maintenant. Il faut qu'on en parle calmement. D'accord, mais pas trop tard, j'ai mes parents qui m'attendent pour dîner. » Après avoir raccroché, Blandine reste immobile quelques instants, le regard perdu, avant de reprendre son travail sans un mot d'explication. À 16h45, Blandine quitte l'hôpital par l'entrée principale, rue de l'hôpital. Le gardien, Monsieur Lemercier, la salue comme chaque soir. Il remarquera plus tard qu'elle portait son uniforme d'infirmière sous son manteau beige, ce qui était inhabituel car elle se changeait toujours avant de partir. Elle semblait pressée et préoccupée, se souviendra-t-il. Blandine se rend directement à son studio, rue Philibert-Laguiche, à 10 minutes à pied de l'hôpital. Sa propriétaire, Madame Chavot, qui habite au rez-de-chaussée, l'entend monter rapidement les escaliers vers 17 heures. Quelques minutes plus tard, elle perçoit des voix dans l'appartement du premier étage. Il y avait un homme avec elle, il parlait fort, mais je n'ai pas compris ce qu'il disait, témoignera-t-elle. Vers 18h30, les voix se taisent. Madame Chavot entend des pas dans l'escalier, mais ne voit personne sortir, car elle se trouve dans sa cuisine, à l'arrière de l'immeuble. Ce n'est qu'en découvrant la porte d'entrée, grande ouverte vers 20 heures, qu'elle comprend que quelque chose d'anormal s'est produit. Elle monte frapper chez Blandine, mais n'obtient aucune réponse. La porte de l'appartement est fermée à clé. Inquiète, Madame Chavot appelle les parents de Blandine à Tournu. Monsieur et Madame le maire confirment qu'ils attendaient de leur fille pour dîner à 19h30 et qu'ils sont sans nouvelles d'elle. C'est la première fois depuis son installation à Mâcon que Blandine manque un rendez-vous familial sans prévenir. Ses parents décident de se rendre immédiatement chez elle. Ils arrivent à Mâcon vers 21h30 et découvrent l'inquiétude de Madame Chavot. Grâce à leur jeu de clés, ils pénètrent dans le studio de leur fille. L'appartement est dans un état de désordre inhabituel. Des vêtements éparpillés sur le lit, des livres renversés sur le bureau, et surtout, l'absence totale des affaires personnelles que Blandine emporte toujours avec elle. Son sac à main, ses clés et sa montre offerte par ses parents pour l'obtention de son diplôme. Mais ce qui frappe le plus les Lemaire, c'est la présence sur la table de la cuisine d'une chemise cartonnée bleue ouverte, contenant des documents dactylographiés qu'ils ne comprennent pas. Des papiers officiels portant l'entête de diverses administrations, avec des colonnes de chiffres et des annotations manuscrites. Au milieu de ces documents, une note écrite à la main, d'une écriture qu'ils reconnaissent comme celle de leur fille. « Il faut que quelqu'un sache la vérité. Je ne peux pas le laisser faire ça. » Affolés, les parents de Blandine appellent immédiatement la gendarmerie de Mâcon. Le brigadier-chef Moreau, qui reçoit l'appel vers 23 heures, se rend sur place, accompagné du gendarme Roussin.
Après avoir constaté l'état de l'appartement et pris les premières dépositions, il décide de contacter la famille Desbordes pour vérifier si Félicien est rentré chez lui. C'est Céleste qui répond au téléphone à 23h45. Quand les gendarmes lui expliquent la situation, elle réalise avec effroi que son fils n'est pas rentré dîner et qu'elle ne l'a pas revu depuis 14 heures. « C'est impossible », répète-t-elle. « Félicien me prévient toujours quand il ne rentre pas. Il ne ferait jamais ça, surtout un vendredi soir. » Les gendarmes se rendent immédiatement rue Carnot. Céleste, en robe de chambre et visiblement bouleversée, les fait entrer dans le salon. Elle explique que son mari est à Paris jusqu'au dimanche soir et qu'elle est seule depuis l'après-midi. Quand elle monte vérifier la chambre de Félicien avec les gendarmes, ils découvrent que certaines de ses affaires ont disparu. Une valise, des vêtements et surtout tous ses papiers d'identité et son livret de caisse d'épargne. C'est là que j'ai compris que quelque chose de très grave était arrivé, confiera-t-elle plus tard. Félicien avait préparé son départ. Mais pourquoi? Et surtout, où était Blandine? La nuit du 14 au 15 octobre 1983 sera la plus longue de la vie de Céleste Desbordes. Seule dans cette grande maison qui lui semble soudain hostile, elle attend des nouvelles qui ne viennent pas. Les gendarmes ont lancé les premières recherches, mais dans l'obscurité et sans éléments précis, leurs investigations se limitent aux vérifications d'usage. Hôpitaux, commissariats des villes voisines et contrôles routiers. Au matin du 15 octobre, l'inquiétude a cédé la place à l'angoisse. Raoul Desbordes, prévenu par téléphone dans la nuit, écourte son séjour parisien et prend le premier train pour Mâcon. Quand il arrive à la gare vers 11 heures, des journalistes de La Saône et du Progrès l'attendent déjà. La nouvelle de la disparition du fils du député a filtré, transformant ce qui aurait pu rester une affaire privée en événement public. « Monsieur le député, avez-vous des nouvelles de votre fils ?» lance un journaliste. Raoul, livide et visiblement épuisé par le voyage nocturne, se contente de répondre « Nous faisons confiance aux forces de l'ordre pour retrouver Félicien et mademoiselle le maire. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. » Mais dans la voiture qui le ramène rue Carnot, Raoul sait déjà que cette disparition va bouleverser sa vie bien au-delà de ses inquiétudes paternelles. Car lui seul comprend la signification de ces documents trouvés chez Blandine, ces papiers qu'il a vus entre les mains de son fils et qu'il espérait ne jamais voir ressurgir. Les jours qui suivent transforment la paisible préfecture de Saône-et-Loire en théâtre d'une investigation qui dépasse rapidement le cadre local. Le dimanche 17 octobre au matin, une découverte macabre vient bouleverser l'enquête. Le corps de Blandine le maire est retrouvé par un chasseur dans la forêt de Bresse, près du village de Ratnel, à une quarantaine de kilomètres de Mâcon. Henri Bastide, retraité de 62 ans et habitué des lieux, découvre le cadavre vers 8h30 en suivant les traces d'un chevreuil. Blandine gît dans un fossé peu profond, recouverte de branches et de feuilles mortes. Elle porte encore son uniforme d'infirmière sous son manteau beige, mais ses chaussures ont disparu. L'autopsie pratiquée par le docteur Fernand Chabot, médecin légiste de Dijon, révélera qu'elle a été étranglée dans la soirée du vendredi 14 octobre, vraisemblablement entre 18h et 20h. Cette découverte transforme radicalement la nature de l'enquête. De simples disparitions inquiétantes, l'affaire devient un homicide doublé d'une fuite. L'inspecteur Henri Marchand de la police judiciaire de Dijon prend la direction des investigations, assisté par la brigade de gendarmerie de Mâcon. Dès le lundi 18 octobre, les premières constatations techniques sont effectuées sur les lieux de découverte du corps. Les indices recueillis dessinent le portrait d'un crime commis par quelqu'un de proche de la victime. Aucune trace de lutte violente, pas de signe d'agression sexuelle. Et surtout, la position du corps suggère que l'assassin a pris le temps de dissimuler partiellement le cadavre. Nous ne sommes pas face à un crime crapuleux ou passionnel classique, explique l'inspecteur Marchand lors de sa première conférence de presse. L'auteur connaissait manifestement la victime et a agi avec une certaine préméditation. Félicien Desbordes devient naturellement le suspect principal. Sa disparition simultanée, couplée aux témoignages attestant de tensions récentes dans le couple,
orientant logiquement les soupçons vers lui. Mais très vite, l'enquête se heurte à des obstacles inattendus. Malgré un signalement diffusé dans toute la France et des contrôles renforcés aux frontières, aucune trace du jeune homme n'est trouvée. Plus troublant encore, l'examen de ses comptes bancaires révèle qu'il a retiré l'intégralité de ses économies, environ 15 000 francs, le jeudi 13 octobre, soit la veille de sa disparition. Cette somme, considérable pour un étudiant, suggère une fuite préparée de longue date. Comment Félicien a-t-il pu anticiper les événements au point de planifier sa disparition 24 heures avant le drame? L'analyse des documents trouvés chez Blandine apporte les premiers éléments de réponse. Ces papiers, que les enquêteurs mettent plusieurs jours à décrypter complètement, révèlent un système complexe de détournement de fonds publics impliquant plusieurs élus locaux. Des factures gonflées pour des travaux fictifs, des subventions accordées à des associations fantômes, des marchés publics attribués selon des critères douteux. Tout un réseau de corruption apparaît progressivement. Au centre de ce système figure le nom de Raoul Desbordes. Sa signature apparaît sur de nombreux documents. Ses comptes bancaires font l'objet d'annotations détaillées. Et surtout, plusieurs lettres manuscrites prouvent qu'il était parfaitement conscient de ces irrégularités. L'une d'elles, datée du 15 septembre 1983 et adressée à un certain Laurent Mercier, entrepreneur en bâtiment, est particulièrement explicite. Comme convenu, la facture pour la rénovation de l'école de crèche sera majorée de 20%. La différence sera versée selon nos arrangements habituels. Ces révélations plongent la famille Desbordes dans une spirale infernale. Céleste, d'abord anéantie par la disparition de son fils, doit affronter l'effondrement de son monde. L'homme qu'elle a épousé il y a 26 ans, cette figure respectée qu'elle admire depuis toujours, se révèle être un corrompu. « Je ne comprends plus rien », confie-t-elle à sa sœur Marguerite, venue la soutenir de Beaune. « Raoul m'a toujours semblé si droit, si attaché à ses principes. Comment a-t-il pu faire ça ?» Raoul, lui, traverse ces semaines dans un état proche de l'hébétude. Confronté aux preuves accumulées par son fils, il ne peut plus nier l'évidence. Mais ce qui le ronge plus que tout, c'est la certitude que Félicien a découvert ses agissements et que cette découverte est directement liée à sa disparition. « Mon fils me jugeait », avoue-t-il à son avocat, maître Dubreuil. Il avait rassemblé assez d'éléments pour me faire condamner, mais pourquoi a-t-il tué cette pauvre fille? Car c'est bien là que réside le mystère central de cette affaire. Si Félicien voulait dénoncer son père, pourquoi s'en prendre à Blandine? Les enquêteurs explorent plusieurs hypothèses. La plus probable est que la jeune femme a tenté de dissuader son compagnon de révéler publiquement ces informations, craignant les conséquences pour leur avenir commun. Leur dernière conversation téléphonique, reconstituée grâce aux témoignages de collègues, suggèrent effectivement des désaccords profonds sur la conduite à adopter. Blandine nous avait dit qu'elle essayait de calmer Félicien, témoigne l'infirmière-chef Berthelot. Elle avait peur qu'il fasse quelque chose d'irréparable, qu'il détruise sa famille par idéalisme. Elle répétait souvent « Il ne mesure pas les conséquences de ce qu'il veut faire ». Cette version des faits dessine le portrait d'un drame où les bonnes intentions se transforment en tragédie par l'incompréhension mutuelle. Pendant ce temps, les répercussions politiques de l'affaire prennent une ampleur considérable. La presse nationale s'empare du dossier, voyant dans cette histoire l'illustration parfaite de la corruption qui ronge les institutions locales. Le Monde titre « L'affaire Desbordes révèle l'ampleur de la corruption en Saône-et-Loire », tandis que le Figaro évoque un système mafieux au cœur de la France rurale. Les autres élus impliqués dans le réseau tentent de minimiser leur rôle, mais les preuves accumulées par Félicien sont accablantes. Laurent Mercier, l'entrepreneur en bâtiment, est le premier à craquer sous la pression. Il avoue aux enquêteurs avoir versé des pots de vin à plusieurs personnalités politiques locales en échange de marchés publics. Ces révélations provoquent un effet domino qui emporte progressivement tout le système. 6 mois après la disparition de Félicien, 12 personnes sont mises en examen dans ce qui devient l'affaire de corruption la plus importante de l'histoire récente de la Bourgogne. Raoul Desbordes, contrairement à ses complices, choisit de ne pas se défendre.
Lors de sa première audition devant le juge d'instruction, il déclare simplement « Je suis coupable des faits qui me sont reprochés. Mon seul regret est que mon fils ait payé le prix de mes erreurs. » Cette attitude surprend les observateurs. Pourquoi un homme rompu à la joute politique renonce-t-il si facilement à se battre? La réponse viendra plus tard, quand les enquêteurs découvriront l'étendue réelle de son implication dans le système corrompu. Car au-delà des détournements révélés par Félicien, Raoul cache un secret plus lourd encore, une faute qui explique sa résignation face à la justice. L'automne et l'hiver 1983-1984 voient la famille Desbordes sombrer dans l'isolement social. Leurs anciens amis les évitent, leurs relations politiques les abandonnent, et la grande maison de la rue Carnot devient une prison dorée où Céleste rumine sa solitude. Elle refuse obstinément de déménager, gardant intacte la chambre de Félicien dans l'espoir impossible de son retour. Madame Desbordes a vieilli de 10 ans en quelques mois, témoigne sa femme de ménage, Madame Girard. Elle passait ses journées à relire les lettres de son fils quand il était étudiant, comme pour retrouver l'époque où tout allait bien. Elle m'a dit plusieurs fois qu'elle préférait le savoir mort plutôt que de l'imaginer assassin en fuite. C'est dans ce contexte de déliquescence familiale et sociale que survient, au printemps 1984, un événement qui va relancer l'enquête de manière inattendue. Le 23 avril 1984, 6 mois jour pour jour après la disparition de Félicien, des travaux de réfection de la route départementale D1006 près de Pont-de-Vaux mettent au jour une découverte troublante. Les ouvriers du service des ponts et chaussées, dirigés par le chef d'équipe Marcel Fouquet, dégagent un véhicule enlisé dans la vase d'un petit étang bordant la chaussée. Il s'agit d'une Renault 5 bleue immatriculée dans le Rhône, portant le numéro d'immatriculation 1456 QT69. Cette voiture, que les premières vérifications permettent d'identifier rapidement, appartient à Blandine Lemaire. Elle avait été portée disparue en même temps que sa propriétaire, mais aucune recherche systématique n'avait été organisée dans cette zone, située à près de 60 km de Mâcon. La découverte du véhicule relance immédiatement l'enquête. L'inspecteur Marchand se rend sur place dès l'après-midi, accompagné d'une équipe de techniciens de l'identité judiciaire. L'état de la voiture, immergée pendant 6 mois, complique considérablement les investigations, mais plusieurs éléments significatifs peuvent néanmoins être établis. Tout d'abord, l'examen de la position du véhicule révèle qu'il n'a pas simplement quitté la route par accident. La Renault se trouve à plus de 20 mètres de la chaussée, dans une zone marécageuse, accessible uniquement par un sentier étroit, utilisé par les pêcheurs locaux. Pour qu'elle se retrouve là, il a fallu qu'elle soit conduite délibérément, probablement poussée à la main sur les derniers mètres. Plus troublant encore, l'analyse de l'habitacle révèle la présence de taches de sang sur le siège passager et sur le volant. Le laboratoire de police scientifique de Lyon confirmera quelques jours plus tard qu'il s'agit bien du sang de Blandine Lemaire. Cette découverte bouleverse la chronologie établie jusqu'alors par les enquêteurs. Nous pensions que Blandine avait été tuée dans son appartement ou dans ses environs immédiats, explique l'inspecteur Marchand. La présence de son sang dans la voiture prouve qu'elle était encore vivante quand elle a été emmenée de Mâcon vers Pont-de-Vaux. Cela change complètement notre vision de l'affaire. Cette révélation impose une reconstitution complète des événements du vendredi 14 octobre. Si Blandine a été conduite jusqu'à Pont-de-Vaux dans sa propre voiture, cela signifie que son assassin maîtrisait la conduite et connaissait suffisamment la région pour choisir cet endroit isolé. Félicien Desbordes répond parfaitement à ces critères. Il possède son permis de conduire depuis l'âge de 18 ans et a souvent accompagné son père dans ses déplacements politiques à travers le département. Mais cette hypothèse soulève de nouvelles questions troublantes. Pourquoi Félicien aurait-il emmené Blandine si loin de Mâcon pour la tuer? Et surtout, comment a-t-il regagné la zone où le corps a été découvert à 40 km de là? Les enquêteurs explorent plusieurs pistes. Complicité extérieure, utilisation des transports en commun ou even présence d'un second véhicule.
L'examen minutieux de la Renault 5 apporte un élément de réponse partielle. Dans le coffre, les techniciens découvrent une carte routière de Saône-et-Loire, annotée au crayon rouge. Plusieurs itinéraires y sont tracés, reliant Mâcon à différents points du département. L'un d'eux mène précisément à Pont-de-Vaux, tandis qu'un autre se dirige vers la forêt de Bresse, où le corps a été trouvé. Cette carte suggère une préméditation, analyse l'inspecteur Marchand. Félicien avait visiblement planifié non seulement la mort de Blandine, mais aussi la dissimulation de son corps et de la voiture. Nous ne sommes plus face à un crime passionnel spontané, mais à un meurtre soigneusement organisé. Cette découverte projette un éclairage nouveau sur la personnalité de Félicien Desbordes. Le jeune homme que tous décrivaient comme idéaliste et sensible se révèle capable de calculs froids et de manipulations complexes. Comment expliquer cette transformation? Quelle force a pu pousser le fils chéri d'une famille respectable à devenir un assassin méthodique? Les témoignages recueillis auprès de son entourage universitaire apportent quelques éléments de compréhension. Plusieurs de ses anciens camarades de Dijon évoquent une personnalité déjà troublante durant ses années d'études. Félicien était obsédé par l'idée de justice, raconte Paul Matignon, son ancien compagnon de chambre universitaire. Il ne supportait pas l'injustice sous toutes ses formes. Quand il découvrait quelque chose qui le révoltait, il pouvait devenir vraiment inquiétant. Cette obsession pour la justice absolue, couplée à la découverte de la corruption paternelle, aurait-elle pu déclencher chez Félicien une forme de décompensation psychologique? Les psychiatres consultés par les enquêteurs évoquent la possibilité d'un épisode psychotique aigu, provoqué par l'effondrement de ses références morales. Quand un jeune homme découvre que son père, qu'il idéalise depuis l'enfance, est corrompu, cela peut créer un traumatisme psychologique majeur, explique le professeur Calmette, psychiatre à l'hôpital de Dijon. Dans certains cas, ce choc peut déclencher des comportements irrationnels, une forme de justice privée qui échappe à toute logique normale. Cette hypothèse expliquerait pourquoi Félicien s'en est pris à Blandine plutôt qu'à son père. La jeune femme, en tentant de le dissuader de révéler la vérité, serait devenue à ses yeux complice du système qu'il voulait dénoncer. Dans sa logique déformée par la crise psychologique, elle représentait un obstacle à sa mission purificatrice. L'été 1984 voit l'enquête prendre une tournure encore plus sombre avec la découverte d'un carnet personnel de Félicien, retrouvé par hasard dans les affaires de Blandine, resté chez ses parents. Ce petit cahier noir, que la jeune femme avait emporté lors de sa dernière visite à Tournus, contient des notes troublantes rédigées dans les semaines précédant le drame. Les premières pages révèlent l'état mental dégradé de Félicien au moment où il découvrait la corruption de son père. 15 septembre. J'ai la preuve formelle. Papa est un voleur comme les autres. Tout s'écroule. Comment vais-je pouvoir vivre avec ça? Plus loin, 22 septembre. Blandine ne comprend pas. Elle dit que je devrais me taire, que cela ne nous regarde pas. Comment peut-elle penser ça? C'est de ma famille qu'il s'agit. Mais c'est dans les dernières pages, datées d'octobre, que les enquêteurs découvrent les prémices du drame. 3 octobre. Blandine menace de tout dire à papa si je ne renonce pas à révéler la vérité. Elle ne comprend pas que le silence nous rendrait complices. Il faut que je trouve un moyen de l'empêcher de nuire. Et enfin, la dernière note datée du 13 octobre. J'ai tout préparé. Demain, la vérité éclatera. Blandine ne pourra plus m'arrêter. Ces écrits confirment la préméditation du crime et révèlent la logique tordue qui a conduit Félicien au meurtre. Dans son esprit dérangé par la découverte de la corruption paternelle, Blandine était devenue un obstacle à sa mission de justicier. Sa mort n'était plus un crime passionnel, mais un acte qu'il jugeait nécessaire pour accomplir ce qu'il considérait comme son devoir moral. Cette découverte bouleverse complètement Céleste Desbordes. Découvrir que son fils était non seulement un assassin, mais un assassin calculateur, achève de détruire l'image qu'elle conservait de lui. « Je ne reconnais pas mon enfant dans ces lignes », confie-t-elle à l'inspecteur Marchand. « Le Félicien que j'ai élevé était incapable de faire du mal à quiconque. Qu'est-ce qui a pu le transformer à ce point ?»
L'enquête révèle progressivement que la transformation de Félicien a commencé bien avant la découverte de la corruption paternelle. Plusieurs témoins décrivent un jeune homme de plus en plus isolé et radical dans ses jugements moraux depuis son retour de l'université. Son ancien professeur de droit, Maître Cordier, se souvient d'un étudiant brillant mais déjà obsédé par des questions d'éthique politique. Félicien était passionné par l'histoire de la résistance. Il admirait ces hommes qui avaient choisi de désobéir aux lois pour obéir à leur conscience. Je crains qu'il n'ait fini par s'identifier à eux. Cette fascination pour les figures de résistants explique peut-être pourquoi Félicien a vu dans la dénonciation de son père un devoir patriotique plutôt qu'une trahison familiale. Dans sa logique déformée, il reproduisait le geste de ces héros qui avaient dénoncé les collaborateurs pendant la guerre, même quand il s'agissait de proches. Parallèlement à ces révélations psychologiques, l'enquête technique progresse grâce à l'exploitation de nouveaux indices trouvés dans la Renault 5. L'analyse des fibres textiles découvertes sur les sièges révèle la présence de traces appartenant à un tissu de laine grise, correspondant au manteau que portait Félicien le jour de sa disparition, selon le témoignage de sa mère. Plus significatif encore, les techniciens découvrent dans la boîte à gants une feuille de papier à en-tête de la banque Crédit Lyonnais de Mâcon. Il s'agit d'un reçu de virement daté du 13 octobre 1983, prouvant que Félicien a effectué un transfert de 15 000 francs vers un compte numéroté de la Banque cantonale de Genève. Cette découverte confirme que le jeune homme avait organisé sa fuite avec une précision remarquable. Félicien avait tout prévu, analyse l'inspecteur Marchand. Non seulement il avait planifié le meurtre de Blandine, mais il s'était aussi organisé pour disparaître définitivement. Ce virement vers la Suisse prouve qu'il comptait refaire sa vie à l'étranger sous une nouvelle identité. Cette révélation relance les recherches internationales. La police suisse, contactée par Interpol, confirme l'existence du compte Genevois, mais refuse de communiquer des informations détaillées sans commission rogatoire. Les démarches diplomatiques pour obtenir cette coopération prennent plusieurs mois, retardant d'autant la progression de l'enquête. Pendant ce temps, l'affaire Desbordes continue de défrayer la chronique nationale. Le procès des élus corrompus, qui s'ouvre en novembre 1984 devant le tribunal correctionnel de Mâcon, attire une foule de journalistes et de curieux. Raoul Desbordes, amaigri et vieilli, comparaît libre mais diminué devant ses juges. Son avocat, Maître Dubreuil, tente une défense fondée sur l'effondrement psychologique de son client suite à la disparition de son fils. Monsieur Desbordes a certes commis des fautes graves, mais il paie déjà le prix le plus lourd qui soit, la perte de son enfant et la destruction de sa famille, plaide-t-il. Cette stratégie émotionnelle ne convainc pas le tribunal, qui condamne l'ancien député à 3 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. Céleste assiste au procès de son mari avec un stoïcisme qui impressionne les observateurs. Quand les journalistes l'interrogent sur ses sentiments, elle répond simplement « Mon mari et mon fils ont détruit plusieurs vies. Il est normal qu'ils en paient les conséquences. Cette dignité dans l'épreuve lui vaut la sympathie d'une partie de l'opinion publique, mais ne suffit pas à effacer le déshonneur qui frappe la famille. C'est au moment où l'affaire semble s'enliser dans la routine judiciaire qu'intervient un rebondissement spectaculaire. En février 1985, la police fédérale suisse accepte enfin de transmettre les informations concernant le compte Genevois de Félicien. Les révélations contenues dans ces documents vont bouleverser une dernière fois la perception que chacun avait de cette tragédie familiale. Le dossier suisse, transmis par la voie diplomatique à l'inspecteur Marchand, révèle des mouvements financiers qui dépassent largement les 15 000 francs transférés par Félicien la veille de sa disparition. Entre octobre 1983 et janvier 1984, le compte a reçu plusieurs virements pour un montant total de 120 000 francs, tous en provenance de banques françaises différentes. Cette découverte relance immédiatement l'enquête sur de nouvelles bases. Si Félicien a reçu une telle somme après sa fuite, cela signifie qu'il bénéficie de complicités importantes en France. L'analyse détaillée des virements
révèlent qu'ils proviennent de comptes appartenant à Laurent Mercier, l'entrepreneur en bâtiment déjà condamné dans l'affaire de corruption, mais aussi de 2 autres sociétés impliquées dans le réseau. Les établissements Girard Frères et la SARL Bourgogne Travaux. Cette découverte bouleverse l'inspecteur Marchand. Nous pensions que Félicien avait fui par idéalisme, révolté par la corruption de son père, explique-t-il au procureur. En réalité, il semble qu'il ait monnayé son silence auprès des autres membres du réseau. Nous ne sommes plus face à un justicier, mais à un maître chanteur. L'enquête prend alors une direction complètement nouvelle. Les 3 entrepreneurs, interrogés de nouveau, finissent par avouer avoir été contactés par Félicien dans les jours suivant sa disparition. Laurent Mercier, déjà condamné, n'a plus rien à perdre et raconte en détail les circonstances de ce chantage. Félicien m'a téléphoné le 18 octobre 1983, 3 jours après sa disparition, révèle-t-il. Il m'a dit qu'il possédait des preuves de mes relations financières avec son père et qu'il était prêt à se taire contre de l'argent. Il réclamait 40 000 francs pour disparaître définitivement. Mercier explique avoir cédé par peur du scandale, versant la somme demandée sur le compte suisse, en plusieurs fois pour éviter les contrôles bancaires. Cette révélation transforme radicalement l'image de Félicien Desbordes. Le jeune idéaliste révolté par la corruption paternelle se révèle être un criminel calculateur, capable de tuer sa compagne pour protéger son plan de chantage. Car c'est bien là que réside la clé de l'énigme. Blandine n'a pas été tuée pour l'empêcher de dénoncer Raoul Desbordes, mais pour l'empêcher de révéler les véritables intentions de Félicien. L'analyse du carnet personnel de Félicien, relue à la lumière de ces révélations, prend un sens nouveau. Quand il écrit « Blandine menace de tout dire à papa », il ne fait pas référence à la dénonciation de la corruption, mais à la découverte par la jeune femme de son projet de chantage. Blandine, horrifiée d'apprendre que l'homme qu'elle aime compte faire du mal à son propre père, avait menacé de révéler ses intentions. Les derniers témoignages recueillis auprès de l'entourage de Blandine confirment cette hypothèse. L'infirmière Michel Dufour se souvient d'une conversation troublante avec sa collègue quelques jours avant sa mort. Blandine m'avait dit qu'elle découvrait des choses terribles sur Félicien, qu'il n'était pas l'homme qu'elle croyait connaître. Elle parlait de projets monstrueux et répétait qu'elle ne pouvait pas le laisser faire ça à sa famille. Cette version des faits explique enfin la chronologie confuse des événements du 14 octobre. Blandine et Félicien se sont effectivement retrouvés dans l'appartement de la jeune femme vers 17 heures. Mais la discussion ne portait pas sur une éventuelle dénonciation de Raoul Desbordes. Elle concernait le chantage que Félicien comptait exercer contre les complices de son père. Confronté à l'opposition déterminée de Blandine, qui menaçait de révéler ses intentions, Félicien a pris la décision de la supprimer. Il l'a contrainte à monter dans sa voiture, prétextant vouloir l'emmener dans un endroit isolé pour discuter calmement. Le trajet jusqu'à Pont-de-Vaux lui a donné le temps de la convaincre de se taire, mais Blandine a maintenu sa position. C'est là, au bord de l'étang où sera retrouvée la Renault 5, que Félicien a étranglé celle qui partageait sa vie depuis 6 mois. Puis avec un sang-froid terrifiant, il a transporté le corps jusqu'à la forêt de Bresse avant de revenir dissimuler la voiture dans les marécages. L'utilisation d'un vélo pliant trouvé dans le coffre de la Renault, détail révélé par l'expertise technique, lui a permis de regagner Mâcon cette nuit-là. Mais comment Félicien a-t-il quitté la France sans être inquiété ? C'est là qu'intervient le dernier rebondissement de cette affaire. L'examen des relevés bancaires suisses révèle qu'un 5e virement d'un montant de 50 000 francs a été effectué depuis un compte personnel de Raoul Desbordes en novembre 1983. Cette découverte stupéfie les enquêteurs. Elle signifie que le père de Félicien, malgré sa position de victime du chantage, a lui-même financé la fuite de son fils. Confronté à cette preuve, Raoul Desbordes, depuis sa cellule de la prison de Mâcon, finit par avouer la vérité. « Félicien m'a contacté début novembre », révèle-t-il, lors d'un interrogatoire bouleversant. Il m'a expliqué qu'il était en Suisse et qu'il avait besoin d'argent pour disparaître définitivement. Il m'a dit qu'il était désolé pour Blandine, que c'était un accident,
qu'elle l'avait menacé de révéler des choses compromettantes. Raoul avoue avoir accepté de verser la somme demandée, non par amour paternel, mais par peur que son fils ne révèle l'étendue réelle de ses malversations. Car c'est là que réside le secret ultime de cette affaire. Les documents découverts par Félicien ne révélaient qu'une partie de la corruption de son père. Raoul Desbordes avait détourné bien plus que les quelques centaines de milliers de francs révélés par l'enquête judiciaire. Sur une période de 10 ans, il avait organisé un système de corruption qui avait drainé plus de 2 millions de francs des caisses publiques. Félicien savait tout, avoue Raoul. Il avait découvert mes comptes secrets, mes sociétés écrans, mes complicités politiques à Paris. S'il avait parlé, j'aurais été condamné à 15 ans de prison minimum. En payant son silence, j'achetais ma survie. Cette révélation explique pourquoi Raoul a accepté si facilement sa condamnation pour les faits mineurs révélés lors du procès. Il savait qu'il échappait ainsi à une sanction bien plus lourde. Les dernières pièces du puzzle se mettent en place au printemps 1985. Grâce à la coopération renforcée des autorités suisses, les enquêteurs découvrent que Félicien Desbordes a quitté la Suisse en décembre 1983 avec un passeport établi sous le nom de François Delorme. Les services d'immigration confirment qu'il a embarqué à Genève sur un vol à destination de São Paulo, au Brésil. Au Brésil, pays qui n'extrade pas ses ressortissants français à cette époque, Félicien a refait sa vie avec une identité complètement nouvelle. Les autorités brésiliennes, contactées par Interpol, confirment la présence sur leur territoire d'un ressortissant français correspondant au signalement, mais refusent toute coopération en l'absence de traité d'extradition bilatéral. Cette découverte apporte enfin une conclusion à l'enquête, même si elle laisse un goût amer à tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Félicien Desbordes a réussi son pari, échapper à la justice française en échange du meurtre de celle qu'il aimait et du chantage exercé sur son propre père. L'inspecteur Marchand, qui a dirigé l'enquête pendant près de 2 ans, résume ainsi cette affaire exceptionnelle. Nous avons découvert qu'un jeune homme apparemment exemplaire était capable du pire pour satisfaire ses ambitions personnelles. Félicien Desbordes a instrumentalisé la corruption de son père pour organiser sa propre fuite après avoir assassiné sa compagne. C'est l'une des affaires les plus cyniques que j'ai eu à traiter. Les conséquences de cette révélation sont dramatiques pour la famille Desbordes. Céleste, qui avait trouvé la force de surmonter la disparition de son fils et la condamnation de son mari, s'effondre en apprenant la vérité sur Félicien. Hospitalisée pour dépression en mai 1985, elle ne se remettra jamais complètement de ses épreuves. Madame Desbordes répétait sans cesse qu'elle avait élevé un monstre sans s'en apercevoir, témoigne le docteur Grandjean, son médecin traitant. Elle se reprochait de n'avoir rien vu des véritables intentions de son fils. Cette culpabilité l'a détruite psychologiquement. Céleste décédera en 1988, emportée par un cancer que ses proches attribuent au chagrin et au stress accumulés. Raoul Desbordes, libéré en 1986 après avoir purgé sa peine, tente de reconstruire sa vie loin de Mâcon. Installé dans une petite ville de l'Ardèche sous un nom d'emprunt, il survit grâce à de petits emplois administratifs. Mais le poids du secret qu'il porte, la complicité avec son fils meurtrier, l'empêche de trouver la paix. En 1989, 6 ans après le drame, il rédige une lettre de confession complète qu'il adresse au procureur de Mâcon. Dans ce document de 12 pages, il détaille l'étendue réelle de ses malversations et confirme avoir aidé Félicien à échapper à la justice en connaissance de cause. « Je n'ai jamais eu le courage de dénoncer mon fils », écrit-il. « Cette lâcheté me hantera jusqu'à ma mort. » Cette confession finale permet à la justice de clore définitivement le dossier. Félicien Desbordes est condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de Blandine Lemaire. Un mandat d'arrêt international est émis, mais chacun sait qu'il ne sera jamais exécuté. Du côté de la famille Lemaire, la douleur ne s'est jamais apaisée.
Les parents de Blandine, qui avaient espéré que la découverte de la vérité leur apporterait une forme de consolation, réalisent que leur fille est morte uniquement parce qu'elle refusait de se rendre complice d'un chantage. « Notre Blandine est morte pour avoir voulu bien faire », confie sa mère lors d'une rare interview accordée en 1987. C'est peut-être la seule consolation qui nous reste. L'affaire Desbordes marque profondément la conscience collective mâconnaise. Cette ville tranquille de province a découvert que la corruption pouvait ronger ses institutions les plus respectées et que le mal pouvait se cacher derrière les apparences les plus respectables. Pendant des années, l'évocation du nom Desbordes suffira à rappeler aux habitants que l'honorabilité sociale ne garantit ni la probité ni l'humanité. Aujourd'hui, 40 ans après ces événements tragiques, Mâcon a retrouvé sa sérénité provinciale. La maison de la rue Carnot a été vendue en 1986 et transformée en appartement. Aucune plaque ne rappelle qu'y vécut autrefois une famille détruite par l'ambition et la corruption. Quant à Félicien Desbordes, s'il est encore vivant, il aurait aujourd'hui 64 ans. Les services de police brésiliens ont perdu sa trace au début des années 1990 et rien n'indique qu'il ait jamais tenté de reprendre contact avec la France. Il reste l'un des fugitifs les plus recherchés dans les archives de la justice française, symbole d'une époque où certains privilégiés pensaient pouvoir échapper aux conséquences de leurs actes. L'affaire Desbordes demeure dans les annales judiciaires comme l'exemple parfait de la façon dont la corruption politique peut engendrer des tragédies personnelles. Elle illustre aussi comment l'apparente respectabilité sociale peut dissimuler les pires bassesses morales et comment l'idéalisme de façade peut masquer le plus sordide des calculs. Blandine Lemaire repose au cimetière de Tournus, dans le caveau familial surmonté d'une simple pierre tombale où ses parents l'ont fait graver « À notre fille bien-aimée, morte pour avoir refusé le mal ». Cette épitaphe résume mieux qu'un long discours la tragédie d'une jeune femme qui n'a eu d'autre tort que d'aimer un homme qu'elle croyait connaître et de refuser de devenir complice de ses crimes. L'histoire de Félicien Desbordes nous rappelle que le mal n'a pas toujours le visage que nous lui prêtons. Parfois, il se cache derrière un sourire charmant, une éducation soignée et des intentions apparemment nobles. Cette affaire nous enseigne que la vigilance morale est un devoir permanent et que personne n'est à l'abri de la corruption de l'âme, quelles que soient ses origines sociales ou ses références familiales. Cette histoire nous montre comment l'ambition et la corruption peuvent transformer un jeune homme apparemment exemplaire en assassin calculateur. L'affaire Desbordes illustre tragiquement que derrière les façades les plus respectables peuvent se cacher les pires secrets. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette tragédie familiale? Aviez-vous soupçonné la véritable nature de Félicien au fil du récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par cette enquête qui révèle les zones d'ombre de la société française des années 80, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles complexes où la vérité dépasse souvent la fiction.